suis Mylène Colmar, je suis journaliste indépendante depuis 2012 et j'ai ma propre entreprise de rédaction, de conseil éditorial qui s'appelle Plume Caraïbes. J'ai co-créé avec Jessica Boudet une maison d'édition caribéenne qui s'appelle The Flamboyant Agency et qui est spécialisée dans le culinaire caribéen. Et on a un magazine qui s'appelle Foodie et qui en est à 13 numéros. Je suis blogueuse depuis 2007 et je blogue sur la Caraïbe, la Grande Caraïbe, j'aime à le dire, depuis 2012. Et mon blog s'appelle le blog de Mylène Colmar et il porte sur les acteurs et les enjeux de la Grande Caraïbe. Alors, je tiens à saluer ma team qui est constituée d'Yvelisse Bouchot, qui est une entrepreneure à la tête d'Essence Consulting. Elle est consultante en management de la transformation numérique et de l'innovation et elle nous rejoindra tout à l'heure. Manixia Titeka, qui est là, qui est entrepreneur aussi, elle est à la tête de sa propre maison d'édition. Mani qui aime voyager et j'aime beaucoup qu'elle nous poste ses expériences, ses rencontres sur les réseaux sociaux, notamment dans la Caraïbe. Et Betty Fosta, que j'appelle présidente, hein, qui est entrepreneur aussi et qui est la CEO d'IPOS. Elle en dira un petit peu plus sur son entreprise rapidement quand elle prendra la parole, si elle le souhaite. Et elle est aussi Internet stratégiste. Donc, j'ai une team d'entrepreneurs et j'expliquerai bien pourquoi tout à l'heure, je n'ai qu'une team d'entrepreneurs. Donc, je te laisse la parole, Axel, avant de la reprendre pour avoir mon propos d'introduction. Merci Mylène, merci encore à toutes et à tous d'être présents ce soir. Good evening everyone, thanks for being with us. Je suis Axel Collangean, fondatrice de Caribbean Boss Lady, qui est une plateforme qui encourage le leadership féminin et l'autonomisation économique des femmes dans la Caraïbe francophone et française depuis 8 ans déjà. Le temps passe vite. Je suis originaire du Nord Grande-Terre en Guadeloupe et actuellement basée à Saint-Martin, partie française. Et dans la vie de tous les jours, je suis consultante en politique publique. J'interviens auprès justement d'organisations régionales, de collectivités territoriales de notre région, mais également auprès d'organisations internationales, notamment la Banque interaméricaine de développement et l'ONU Femmes. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Je suis ravie de ce format. Merci Mylène de m'avoir piqué, de m'avoir provoqué comme d'habitude, sauf que cette fois, eh bien, nos publics, nos communautés verront comment ça se passe quand on est entre nous, parce qu'il faut quand même qu'on vous explique ce titre, Débriefing Caraïbes. Mylène Colmar, notre ami Fabrice David et moi, nous avons depuis au moins 12-15 ans, Mylène, un groupe WhatsApp et un groupe Facebook secret qui s'appelle Débriefing. Et tous les matins, très tôt, le soir, toute la journée, on est en train de commenter l'actualité de la Guadeloupe, de Saint-Martin aussi, mais de toute la région également et de temps en temps de l'international. Alors, je n'ose vous dire ce qui se dit là-dedans. Donc, forcément, quand on a vu passer la conférence sur la coopération régionale Antilles-Guyane, eh bien, Mylène a commencé à me piquer, je l'ai piqué un petit peu et ça a donné des briefings Caraïbes que l'on porte à votre connaissance publiquement aujourd'hui et sous forme de débat. Je remercie chaleureusement les membres de ma team. Thank you very much to my team members for being with me tonight. Je salue Sandra Casanova, qui est conseillère territoriale à l'Assemblée de Martinique. Elle est également présidente de la commission logistique du territoire et l'innovation. Sandra est quelqu'un qui entreprend beaucoup et qui croit beaucoup dans la Grande Caraïbe. Elle est également entrepreneur. Je salue aussi Daniela Jacques, mon amie et ancienne collègue. Elle est présidente de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Mais Daniela a surtout d'abord été ma collègue au ministère du Commerce et de l'Industrie quand j'étais consultante en communication politique mise à disposition de ce ministère par la Banque interaméricaine de développement sous le gouvernement
évidemment Martinique après le tremblement de terre. Et bien évidemment, on a mon ami, le chef Lorenzo Sanford, qui est le chef Kalinago sur le territoire Kalinago de la Dominique. So I was saying that we got Chief Lorenzo Sanford. Thanks for being with us. Thanks for being in my team, Chief. You better had to. So, on va commencer. Mylène, let's go. You better have to. OK. Alors, je vais commencer parce que le tirage au sort a voulu que je commence, hein, parce qu'on a fait les choses très sérieusement et donc on a fait un tirage au sort et donc je commence. Je vais parler pendant 10 minutes top chrono parce qu'il n'est pas question qu'Axel puisse m'interrompre dans ce que je vais dire. Alors, donc, mon propos s'appuie sur des années d'interviews d'acteurs caribéens, de recherche, de lecture, de participation à des conférences sur la coopération régionale. Moi-même, j'ai animé des conférences sur la coopération régionale. Donc, voilà, là, on ne peut pas m'attaquer déjà sur ça. Bon, donc, hélas, j'en suis arrivée à une conclusion et je ne suis pas la seule. La coopération régionale actuelle a tellement de lacunes, a été et est toujours une telle source de déception que oui, c'est un miroir aux alouettes. Depuis des années, il y a ce discours institutionnel, politique, que les territoires, les institutions, les entreprises doivent coopérer pour que tout le monde y gagne. Beaucoup d'ambition, de promesses, de réunions, de conférences, de forums, avec des photos d'unité professionnelle et une foule d'articles à la clé. Et puis, tous ces millions qui font briller les yeux, là, annoncés chaque année et les projets plus ou moins réussis, hein, mis en avant. Et de fait, oui, la coopération régionale forcément attire. Et elle attire particulièrement les entreprises, les associations qui ont des projets souvent pertinents. Cependant, en grattant la surface de ce beau miroir, on s'aperçoit vite que la façade est trompeuse. Elle est décevante en réalité. La coopération régionale, c'est un bel outil politique de manière générale et c'est un outil de communication politique. Suivez mon regard, sans que l'efficacité soit réellement au rendez-vous. Or, nous ne sommes plus dans un monde où les bonnes intentions, les projets à court terme suffisent. Hein. Face à tous les enjeux que nous connaissons bien, je ne vais pas les énumérer parce qu'il y en a. La Caraïbe, les Caribéens ont besoin d'une coopération régionale pragmatique où les entrepreneurs qui ont la volonté, qui ont la vision, qui ont les compétences, qui ont les projets, ont toute leur place. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma team est constituée uniquement d'entrepreneurs expérimentés qui ont des compétences, qui ont des connaissances, qui ont des projets pour la Grande Caraïbe, des projets de coopération internationale, régionale. Donc, il est temps que cette coopération régionale soit synonyme de pragmatisme et d'avancées concrètes. Alors, je ne vais pas vous assommer d'exemples prouvant la faillite de la coopération régionale ce soir, mais je dois quand même vous en donner 3 pour vous expliquer quels sont les freins, les raisons de l'échec de cette coopération. Et je vous dis tout de suite, hein, je vais mettre les pieds dans le plat. Donc, il n'y a pas de langue de bois, débat sans langue de bois. Carib Sky, je vous donne un mot, Carib Sky. Alors, Carib Sky, sa promesse, un billet unique pour la Caraïbe. Alors moi-même, quand on m'a dit Carib Sky, je me voyais déjà voyager dans toute la Caraïbe, billet unique. La coopération entre 3 compagnies aériennes, je vous donne les noms, Air Antilles, Liat, Winair, pour améliorer les liaisons aériennes dans la Caraïbe. Et Dieu sait qu'on en a besoin, hein, parce que comment coopérer si on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller se voir. Bon, je dis ça comme ça. Mais vous me voyez venir, 7 millions d'euros pour le projet.
Projet financé par Intérêt Caraïbes. On va entendre ça souvent là ce soir. Intérêt Caraïbes. Et le principal bénéficiaire étant la LIAT. Je cite mes sources viennent du site officiel d'Intérêt Caraïbes. Hein. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Principal bénéficiaire, la LIAT. La LIAT qui a fait faillite en janvier 2024. La LIAT qui était le fruit de coopération entre différents États. Antigua, Barbade, Dominique, Saint-Vincent et les Grenadines. La LIAT qui a fait faillite. Donc, Carib Sky, deuxième intervenant, Air Antilles. Vous me voyez venir, Air Antilles. Air Antilles, pas mis avion qu'à voler encore. Il n'y a plus d'avion. No planes. So, l'aérien, on a pris un coup de la faillite de cet échec de Carib Sky, mort annoncé, hein, comme on dit, et cela impacte tout le reste. Deuxième exemple, les sargasses. Une problématique très grave depuis des années. Qui se souvient de la conférence internationale sur les sargasses qui a eu lieu en octobre 2019 en Guadeloupe? Et vous remontez dans vos souvenirs juste avant un café. Pour les collaborations concrètes depuis. Il y a trois projets Interreg en cours, Interreg Caraïbes, Rebelote. Trois projets Interreg en cours sur les sargasses pour un montant de 4,5 millions d'euros, dont un projet qui s'appelle SARCOP. Alors là, le nom est SARCOP, financé à hauteur de 3 millions d'euros pour, écoutez bien l'objectif, hein, créer des instances et des outils facilitant le partage des connaissances et des savoir-faire en matière de gestion des échouages des algues sargasses. Et ce projet-là est piloté par la région Guadeloupe. Cela me laisse songeur. Les sargasses problématiques, plus que régionales, internationales, on est en train maintenant de réfléchir à faire une coopération pour trouver des solutions. Une problématique majeure qui impacte la santé des populations, qui impacte le tourisme, qui impacte l'économie de manière générale, hein, et sans compter l'enjeu environnemental. Hein. Bon, alors, troisième exemple, parce qu'il faut que j'avance. La géothermie, parce que ça va en gradation. Très pertinente pour notre région qui doit développer les énergies renouvelables. On est d'accord, on est tous d'accord avec ça, je pense quand même. Donc, c'est un enjeu majeur pour la région et pour le monde, hein, mais pour notre région, pensons à nous d'abord. Des années d'allées-venues, de rencontres, de recherches. Alors, la Guadeloupe qui parle à la Martinique qui parle à Saint-Lucie, Saint-Lucie qui parle à la Dominique. Oui, on va faire, oui, c'est bien, oui, ça, oui, oui, oui. Le résultat, il n'existe actuellement qu'une seule centrale géothermique en activité aux Antilles, c'est celle de Bouillante en Guadeloupe. Je ne vais pas tomber dans les polémiques de qui est propriétaire, qui n'est pas propriétaire, pourquoi, comment. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est pourquoi la coopération régionale n'a pas fait en sorte que la géothermie soit développée plus que ça à l'heure actuelle, enjeu majeur régional, international. Cette énergie-là pourrait nous permettre de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et pourrait nous permettre de faire de vraies économies. C'est précieux pour nos économies caribéennes, ça, cette histoire d'énergie. On va rester à prendre le carburant aux États-Unis, prendre le carburant qui vient de ci, de ça, alors que nous, on a un potentiel qui est reconnu à travers le monde. Alors, l'heure avance. J'ai commencé à 18h23, il est 31. J'ai évidemment beaucoup d'autres exemples. Et ma team aussi. Parce que nous sommes des entrepreneurs, nous sommes pragmatiques, nous qu'à veiller l'argent là. On surveille l'argent, on surveille les projets et nous, on est dans leur concret. Est-ce que la coopération fonctionne vraiment avec pléthore de résultats, wow, de se dire, il y a des licornes, des machins, etc., qui fonctionnent, c'est magnifique. Non,
Mylène, ton son est désactivé. Peux-tu le Ah oui. réactiver? Donc, je ne sais pas, mais je disais que la coopération ne participe pas réellement au développement des territoires. Non. Donc, pour finir, je vais citer quelqu'un qui m'a vraiment inspirée et qui parlera sans doute à Sandra Casanova, notamment, hein, que je salue vraiment. Je citerai Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de la Martinique, qui a tenu un discours vraiment percutant, pertinent et qui m'a vraiment inspirée. Je peux le dire, Sandra. Sandra, je t'assure que ton euh, président de la Martinique, hein, m'a inspiré pour ça parce qu'il a dit qu'il faut passer à une autre vitesse parce que visiblement, il n'est pas tout à fait satisfait de cette coopération régionale. Il a souligné qu'aucun président de collectivité, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ne peut signer des accords internationaux dans la Caraïbe. Donc, il a dit que nous sommes des spectateurs et qu'il est temps que ça cesse. Je suis d'accord avec lui. Il est temps que ça cesse, que nous soyons des spectateurs. Il est temps qu'on soit des acteurs et que les entrepreneurs soient des acteurs de la coopération régionale pour plus de pragmatisme, de concret et pour qu'on arrête que le verbe soit dans le fruit. Alors, je suis arrivée au bout de mes 10 minutes. J'ai tenu, donc j'espère, Axel, forte en communication politique, que tu respecteras tes 10 minutes aussi. Donc, je te laisse la parole. Et je Je l'espère peux dire aussi. à Aurore Durand de couper son micro si Merci. possible. Merci. Eh bien, Mylène, merci pour ce plaidoyer. Effectivement, je reconnais ta passion et ta fougue. Je vais déjà commencer par choquer beaucoup d'entre vous, parce que vous savez que j'évolue dans le monde politique et parapolitique. Ce que je commencerai par te dire, Mylène, effectivement, vous êtes des entrepreneurs dans cette team. Arrêtez d'attendre sur les politiciens et hacker le système, discuter le système. Parce que la coopération caribéenne, elle est naturelle depuis des années, depuis des siècles, des millénaires. Et je crois que là, en fait, tu te fourvoies un petit peu, Mylène, en disant que la coopération caribéenne est en échec, que c'est un outil de communication politique. Hein, merci hein, pour la petite pique. D'ailleurs, oui. Bon, parce que en fait, je crois que tu te fourvoies. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion que beaucoup de personnes font, et c'est ce que j'ai pu sentir aussi dans ton propos. Confusion d'ailleurs que j'ai entendue dans des discours dans cette conférence de coopération régionale anti-Guyane, une confusion que même des exécutifs de collectivités font et je trouve ça assez choquant. Donc, je vous demande de booster un petit peu le cerveau et les plumes de celles et ceux qui écrivent vos discours politiques pour des événements pareils. La coopération caribéenne n'est pas l'intégration caribéenne. Voilà, je tenais à dire ça. Et ça, c'est très, très important. C'est un point de vue, c'est une distinction technique qui fait toute la différence dans ce débat aujourd'hui. Et j'aimerais quand même très rapidement, enfin j'espère, faire un petit point de sémantique. La coopération régionale et l'intégration régionale sont deux concepts clés, bien sûr, dans le domaine des relations internationales, de l'économie et de la diplomatie. Et voilà les principales différences entre les deux. Déjà, sur les objectifs principaux. Hein, l'objectif principal de la coopération caribéenne, de la coopération régionale en général, c'est viser à encourager les États et les acteurs régionaux à travailler ensemble. Donc, j'ai dit États, mais aussi acteurs régionaux, pas que les politiques. Donc, vous aussi, nous aussi, entrepreneurs, à travailler ensemble sur des questions d'intérêt commun sans nécessairement fusionner leurs politiques et leurs institutions. L'objectif principal de l'intégration régionale, c'est de viser à créer des liens institutionnels, économiques et politiques plus étroits entre les États membres d'une région, allant souvent jusqu'à l'adoption de politiques communes et la création d'institutions supranationales. Donc, vous voyez, là, je suis dans la définition des termes du sujet, comme on fait dans les dissertations de philosophie, parce qu'il ne faut pas nous confondre coco et abricots, on doit être sûr de quoi on parle aujourd'hui. Deuxième différence sur le niveau d'engagement, au niveau de la coopération régionale. La coopération régionale peut être plus informelle et flexible, avec des accords qui peuvent être bilatéraux
ou multilatéraux et qui peuvent couvrir des domaines spécifiques tels que le commerce, la sécurité ou l'environnement, l'entrepreneuriat, etc. Toujours sur le niveau d'engagement, l'intégration régionale maintenant implique un engagement plus profond et plus formel des États membres, des territoires membres, souvent à travers des traités ou des accords qui établissent des institutions régionales et des mécanismes de prise de décision communs. Troisième niveau de différence, les niveaux d'interdépendance. Au niveau de la coopération régionale, dans la coopération régionale, les États membres et les autres acteurs conservent généralement un degré élevé d'indépendance politique, économique, mais agissent de manière coordonnée sur des questions spécifiques en conservant leur souveraineté et leur autonomie. Sur l'intégration régionale maintenant, sur ce niveau d'interdépendance, eh bien, l'intégration régionale implique souvent une plus grande interdépendance entre les États membres, les territoires membres, avec des politiques communes dans des domaines tels que le commerce, la monnaie, la circulation des personnes, la sécurité et la justice aussi. Exemple très concret, la coopération régionale. Eh bien, des exemples de coopération régionale incluent des accords de libre-échange entre des pays voisins, des collaborations entre entrepreneurs en matière de sécurité régionale, des initiatives de développement commun. C'est le cas de certaines organisations dans notre région et je les prends en exemple à dessein, comme l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, OECO en français, OICS en anglais. L'Association des États de la Caraïbe, ce sont toutes des instances de consultation et de coopération, bien qu'un nombre d'entre elles visent l'intégration. Exemple d'intégration régionale inclut l'Union européenne, qui comprend des institutions supranationales telles que la Commission européenne et le Parlement européen, ainsi que des politiques communes. Eh bien oui, là, il y a les normes européennes, les normes et standards européens, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ça crée aussi un certain nombre de particularités, mais voilà ce dont on parle quand on parle d'intégration. Voilà, et il y a des politiques communes sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. À terme, la CARICOM, la communauté caribéenne, née en 1973, grâce au traité de Chaguaramas, doit pouvoir aboutir à un espace caribéen intégré avec notamment un espace unique de libre-échange, le CSME, le Caribbean Single Market and Economy. En résumé, la coopération régionale se concentre sur la collaboration entre les individus, les personnes physiques, mais aussi entre les personnes morales, entre les États, les territoires, tout en préservant leur indépendance, leur autonomie et leur souveraineté, tandis que l'intégration régionale vise à créer des liens plus étroits et des institutions communes, souvent au détriment d'une partie de la souveraineté régionale. Je vous invite, pour bien comprendre cela, à aller regarder la vidéo du CAGI, de l'Université des Antilles, le professeur Fred Reynaud qui parle, eh bien, qui explique c'est quoi la différence entre coopération et intégration régionale. Alors, Mylène, je continue très rapidement dans cette définition des termes du sujet. Tu as parlé de miroir aux alouettes. On rappelle quand même que miroir aux alouettes, c'est une expression française qui désigne quelque chose qui attire l'attention et qui divertit, mais qui en réalité est trompeur. Alors moi, je me pose la question, en quoi et pourquoi la coopération régionale caribéenne serait un miroir aux alouettes? En quoi cette coopération serait trompeuse? Et pour qui? Et pourquoi à un moment vous vous sentez trompé, floué? Et tu as donné quelques éléments de réponse. Tu as parlé d'Intérêt Caraïbes, tu as parlé de Carib Sky. Alors, sur Carib Sky, bon, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Vous savez, les fonds européens, les dispositifs de coopération, comme partout ailleurs, eh bien, il faut juger de la qualité du porteur de projet. Donc, je me permets de façon très diplomate d'émettre un doute et une réserve. D'ailleurs, quand on voit que dans ce consortium Carib Sky, la LIAT qui a fait faillite, qui était justement avec comme partie preneuse, et bien surtout des États avec des intérêts divergents. Où sont les entrepreneurs
personnes physiques là-dedans. Je ne vois pas beaucoup là-dedans. Quand on a des États et des intérêts diplomatiques divergents, forcément, quand chaque ministre veut être PDG, il y a des soucis à ce moment-là. Ensuite, Air Antilles, qui a fait faillite, bien évidemment, faisait partie de ce consortium. Je salue d'ailleurs la collectivité de Saint-Martin qui a eu le courage, eh bien, de reprendre cela tant bien que mal avec les difficultés que cela implique. Et j'ai envie de vous dire que tout est question de leadership. Si vous avez un leader qui marche sur trois pattes, eh bien, forcément, votre coopération ne fonctionnera pas correctement. Donc, il faut bien faire attention à un certain nombre de choses. Mylène, tu as cité quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime, le président Serge Letchimy. Sandra Casanova qui nous met deux ou trois choses dans le chat aussi. C'est très intéressant, c'est qu'elle nous met au sujet des interventions du président Letchimy. Eh bien, le président Letchimy a toujours été quelqu'un de très actif sur la coopération et il a raison quand il dit qu'aucun président ne peut signer d'accords internationaux parce que rappelons quand même que la coopération régionale, la coopération caribéenne régionale demeure quand même au niveau politique, au niveau institutionnel, et ça, je veux vraiment que l'on fasse une différence entre plusieurs types de coopération. La coopération institutionnalisée au niveau régional, elle ne peut être en l'état actuel des statuts des territoires français de la Caraïbe, eh bien, cette coopération ne peut être qu'une déclinaison de la stratégie de la diplomatie française. On rappelle que pour le moment, la France n'est pas un État fédéral qui ne permet pas à chacun de ces États d'avoir une stratégie de coopération propre. Donc aujourd'hui, la diplomatie est une prérogative régalienne française. Par contre, de plus en plus, grâce à la décentralisation, aux différents actes de décentralisation, eh bien, nous avons de plus en plus une grande liberté qui est laissée aux collectivités territoriales pour faire ce qu'on appelle la diplomatie territorialisée, comme Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, en parle dans un rapport à ce sujet. Donc, je voudrais vraiment que l'on fasse attention à un certain nombre de termes quand on en parle et je crois qu'il faut que l'on puisse parler des choses, les nommer correctement quand on les nomme. Et la première chose que je voudrais dire pour embrayer sur le débat, c'est que bien sûr, avec ma team, on croit que la coopération caribéenne est une réalité. Elle est utile, elle fonctionne et on n'a pas besoin des politiques et des institutions pour que ça puisse fonctionner. On n'a pas besoin d'attendre les politiques et les institutions pour que ça fonctionne. Et je crois que dans ta team d'entrepreneurs, Mylène, vous savez très bien de quoi on parle. Et je veux, pour exemple, des initiatives comme celle du CORECA qui prônent une coopération populaire. Et ça, c'est à saluer. Et pour embrayer sur mes premiers arguments, je souhaiterais dire que la coopération régionale caribéenne, elle est naturelle, elle est séculaire dans la Caraïbe et elle est d'abord une affaire de personnes physiques. Caribbean cooperation is natural in our region, in the Greater Caribbean, and it's been going on for years, centuries, and that's why now I want to introduce my first team member. Je veux présenter le premier membre de mon équipe, le chef Lorenzo Sanford du territoire Kalinago de la Dominique. Chief Lorenzo Sanford from Dominica, you got the mic. Please, can you explain first who you are and why you accepted to be part of my team, of course, and tell us about how you Kalinago people has been cooperating in the Caribbean for centuries. Thank you. Okay, good evening, everybody. I hope you can hear me well. Yes. My name is Lorenzo Sanford. I am the chief of the Kalinago people of Dominica. And I just want to say thanks for everyone being here tonight. And I accepted the invitation to be part of this topic tonight because I feel that it is a very interesting
topic, first of all, and I believe that it is that this topic have come at a very right time in the Caribbean scheme of things. For one, as an indigenous person, as we know, the throughout the world or throughout the entire Caribbean itself, indigenous people have been part and have been in the Caribbean for centuries. And with the island of Dominica itself, we are looking at our geographic location where we are situated between three French islands, which is Guadeloupe, Martinique, and Marie-Galante. And with the integration that we speak of, it is something that have been passed on and have been there for many years. And if we look at how the indigenous people move through the Caribbean islands, is that they traveled from the Amazon, the Orinoco Basin itself, moving all of the island chain using just what we need. We have managed to to beat colonization, to beat the genocide, to beat a lot of things where right now we are pushed some on and only what is given to us, it's I would say 3% of the entire Dominican lands itself. And if we have to look back, what we have to definitely know that the entire Caribbean was indigenous people's own, it was the natives' own. Right now, I do feel that the integration between the Caribbean, it's coming in at a very timely manner, or I wouldn't say not at a timely manner, but I feel that it is something that we should all, hold on and grab onto and be part of that journey, because even we are small islands within the Caribbean, and we are all somewhat developing or and it is a development that is going to continue to happen for many years. And for something other than what we have to mention is that, oh, sorry. Something that we have to also take note is that in the past years, we have always had a great relationship with the French islands, and all of this stopped in the just the other day, which was 1930, where we Kalinago men usually go to the Guadeloupe, go to Marie-Galante. They were coming in with their boats with goods from these islands. And we didn't need any paper, we didn't need any document to say that we are leaving the island or coming back into the island. And all that stopped in 1930, our trade with the French islands in that manner. Two Kalinago men were killed. The chief at that time was thrown in prison where he died of tuberculosis. But what we have always seek is that the relationship that the French have with the Kalinago people, and back in the days, the this friendship, this friendship that we had was done on an agricultural level, I must say, and it stemmed from indigenous knowledge on that fact, is that the indigenous people with the French islands, is that they would teach the different ways how we did things throughout the islands itself, like for planting of food. For we know that we only look at two seasons within the Caribbean region itself, which is the hurricane season, which is the wet season, and the dry season itself. And what used to happen in those days is that the Kalinago men used to bring a lot of root crops to the French islands, which is the potatoes, the cassava, which is our Kalinago crop itself, and teach them the ways that, when the wet season come, we plant foods that is on the ground, which just in case that a hurricane comes, it takes off everything that is on the land itself, but what it remains in the soil will continue to make, and we would be able to feed ourselves, feed our families, that kind of resiliency that would be needed in these times. What we have seen in the near past was that we with Hurricane Maria, which destroyed the entire island of Dominica itself, we reached out to, and the French um, individuals reach out to Dominica, seeing what ways that they can help. And we had a lot of incentives, a lot of packages being brought to Dominica itself, even the manpower itself. Um, and all of this
have actually helped in that way. In the past years, what we have tried to do is have these agreements, have these relationships in written documents with people throughout the Caribbean island for, as I would say, in the case of Marigaland, where we still do a lot of trade on that level, on an agricultural level. We have teamed up with Mayor Edzol there, Myris Edzol, where we had come to an agreement where we can share different expertise in educational activities, in in health activities for Kalinago people, and also financial, how we can boost the economic things that we have within these two territories. But also we have reached some integration with, and I accept it on a very personal level as well, is that the village, the community of Trois-Rivières as well have reached out, and we have signed and did agreements where we can share our different expertise as Kalinago people, or as people of the Caribbean. So I do feel that it is something that have been part of Caribbean people for many, many years. If we have to go back in the old days, So it's it's in your DNA. it's embedded in our DNA, as we say. Okay, thank So you a lot, Chief. We have exceeded the 5 minutes, but it was so yeah, interesting what you were talking about. Have a look in the comment section in my Facebook Live. You got Alain Blas talking about cooperation about solar and wind energy. Maybe it will be interesting for you guys in the territory. Thank you a lot. You can stay with us, and the floor is to Mylène Colmar now. And I got a few things to say about it, but the rules are the rules. Now it's up to Mylène to have the floor. Alors, merci, chef. Vraiment, thank you. thank you very much. Un propos Thank you. avec beaucoup d'exemples, vraiment, avec des exemples pertinents, je ne dirais pas le contraire. Mais pour autant, malheureusement, la géothermie n'est toujours pas développée à la Dominique, que je sache. Et il y a pas mal d'autres enjeux qui malheureusement seraient le sujet de coopération et qui ne sont toujours pas le cas. Alors, Axel, je te rassure, hein, nous faisons bien la différence entre coopération et intégration et nous pouvons prendre tout à fait notre place en tant qu'entrepreneurs dans la coopération si on nous la laisse. Les institutions, les États sont tellement présents dans la coopération pour des résultats que je laisserai les uns et les autres mesurer qu'il est difficile pour des entrepreneurs déjà fort occupés à développer leurs entreprises et à monter des projets, à fédérer des compétences, de pouvoir se lancer dans la bataille pour pouvoir faire entendre leur voix et participer à toutes ces réunions, tous ces forums pour déjà se faire connaître, gagner en crédibilité, obtenir des financements pour mener leur projet à bien. Alors, coopération implique quand même d'avoir des fonds, d'avoir des capacités de marge de manœuvre et d'avoir quand même une volonté politique qui vient appuyer l'ensemble. Alors, quand vous rejoignez le débat, n'oubliez pas de couper votre micro, s'il vous plaît. Je crois que l'option... Ah, Axel, est-ce que tu peux couper le micro de Madame Paméol, s'il te plaît? Je n'arrive pas à le faire. Voilà. Alors, donc, je ne vais pas plus argumenter puisque tu as fait parler le chef Lorenzo Sanford avec plaisir. Je vais tout de suite donner la parole à la présidente, comme j'aime à l'appeler, Betty Fosta, qui en matière de coopération, et on parle bien de coopération, eh bien, peut tout à fait nous donner des exemples pertinents et des arguments très forts également. Alors, est-ce que tu peux ouvrir Betty, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole pour qu'on puisse renverser la tendance tout de suite? Merci. Merci Mylène. Je ne vais pas être longue, je vais être assez pragmatique, puisqu'il y a quelque chose qui est clair. Je pense que tout ce qui est coopération par le bas, faire des bébés, faire l'amour, des trucs qui ne rapportent pas trop d'argent, c'est pas mal,
Je pense qu'on n'a pas besoin d'institutionnaliser ça, ça fonctionne. All kind of personal cooperation is working. OK. Mais le réel problème que j'observe très clairement, c'est que souvent la coopération business, financial cooperation is a real problem. Pourquoi c'est un problème? Parce que tout simplement, on constate que ça va dans un seul sens. I find some cooperation working in a one way. You know, souvent les Antilles françaises, et singulièrement la Guadeloupe et la Martinique, on est des receveurs, on est des attentistes. For most of French West Indies, singularly Guadeloupe and Martinique, we're waiting for opportunities. We go to visit for some show. On va faire des tours, c'est bien. Some business trip is not really business trip. Je mélange un peu français et anglais, donc si ça vous gêne, vous me le dites. French and English mixing to a better understanding, if it's okay. Quelque chose que je déplore, c'est que il faut qu'on revienne à des logiques de coopération duale, c'est-à-dire c'est du win-win, OK? We have to go back to a win-win situation. Ce que espèrent les Antilles françaises, on a 1 million de population, c'est vraiment d'aller, d'exporter du service, etc., mais aussi d'importer. All the French, they need real cooperation, not only be consumer, but to export some products and some services. Et là, on a le problème des faits qui sont têtus. On a un problème de régularité. On va faire un tour. Quand je dis on, c'est la majorité, la masse financière. Majority of cooperation is one time, not for a long term. Par contre, ce que je peux noter, ce qui peut marcher, c'est la notion d'import, la grande distribution. Ils sont très bons pour importer, dénicher des produits de la Caraïbe anglo-saxonne ou espagnole ou Dutch et les importer sur nos territoires pour qu'on les consomme. What I observe is really for the cooperation, some of supermarket, they can deal with all supplier in Caribbean and import all the product easily in French West Indies. Malheureusement, la question du win-win se pose parce qu'à long terme, ça ne marche pas. On est des populations fragiles, postcoloniales, avec des crises de repère d'identité, de perte de la notion de valeur au travail, et on se pose des questions sur notre futur. What's really interesting to notice is for French West Indies, there is a lot of value is really lasting, like about work, job, about what the perspective of our territories. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, c'est qu'on doit aller sur du pragmatisme et il manque ce côté pragmatisme de la coopération, à savoir, OK, guys, quand il y a des opportunités en Guadeloupe, je préfère que ce soit un Caribéen anglais qui l'est plutôt que quelqu'un qui vienne, je ne sais pas, de Russie ou du Canada. Et apprenons à travailler ensemble. Ça fera une force, une Caraïbe intégrée et on pensera à notre futur. Really quickly, for Caribbean guys, what's really important when there is some thunders, when there is some opportunities, we can have together about the opportunity and work together. C'est vrai qu'il y a quelques exemples où on essaie de travailler, mais essayer, c'est pas réussir. Try is not succeed. Donc, réellement, la question du pragmatisme, on doit revenir à du pragmatisme. Et je suis désolée, le trop de volume financier, c'est sur du show politique. Et lorsqu'il y a des délégations ou des missions, ben, ça ne marche pas. Ce ne sont pas forcément les bonnes personnes à la bonne place. We have to question the actual cooperation in the business activities. It's okay for me.
C'est bon. Mylène. Merci beaucoup, Betty. Argument fort, marqué de l'expérience, bien sûr, parce que ça fait des années que tu travailles et que tu mènes des projets dans la Caraïbe avec des résultats concrets, mais il faudrait plus de Betty Fosta, notamment pour pouvoir booster cette coopération et faire en sorte que ça ne soit pas un miroir aux alouettes. Axel, je te laisse répondre, bien sûr. Oui, d'ailleurs, l'intervention de Betty Fosta qui est dans ta team va servir un argument de mon côté. Betty Fosta l'a bien dit, on doit être sur des logiques win-win et on doit faire en sorte eh bien, que cette coopération soit gagnante. D'ailleurs, c'est une définition de base de la coopération. Il n'y a pas de coopération s'il n'y a pas de gagnant-gagnant. Donc, pour ça, et elle a parlé justement de notre attitude, surtout à nous, francophones de la zone, sur ces voyages d'affaires, sur les opportunités que l'on voit. Et j'ai envie de vous dire que les entrepreneurs, déjà, hein, les entrepreneurs francophones, français dans la zone, j'ai bien compris que le sujet là, c'est pour nous, Caribéens français, est-ce qu'elle est satisfaisante? Et il y a quelqu'un, justement, qui a posé cette question. Est-ce que le ressenti, il est le même chez les anglophones et chez les hispanophones? Je ne suis pas tout à fait certaine. Et là, j'ai envie de vous dire qu'en fait, il y a les différences culturelles par rapport aux anciennes métropoles qui interviennent également. Et c'est là où j'ai envie de citer quelqu'un comme Betty Fosta qui le dit souvent, on doit y aller ensemble. Je vois, par exemple, quand on se met en consortium avec d'autres entrepreneurs caribéens français avec qui je partage des valeurs et on va chercher des marchés publics, on les obtient. Et pour ça, je voudrais faire intervenir Daniela Jacques, la présidente de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Daniela, je vais te demander de réactiver ton son. Je ne sais pas si elle nous entend. Merci Daniela. Alors Daniela, pourquoi j'ai souhaité la faire intervenir? Et là, Betty, tu m'as tendu la perche, tout trouvé pour illustrer ce propos. Daniela Jacques est une entrepreneure haïtienne. Elle a été ma collègue au ministère du Commerce et de l'Industrie. Et il se trouve que c'est quelqu'un que je connais bien parce que j'ai pris le risque de me déplacer, de voyager en Haïti en tant qu'entrepreneur, en tant que journaliste à l'époque. J'ai eu cette opportunité que j'ai créée grâce à d'autres partenaires haïtiens, eh bien, de devenir consultante internationale pour le ministère du Commerce et de l'Industrie et pour le ministère de l'Économie et des Finances. Et ça m'a permis de créer des relations de confiance, de personne à personne, d'entrepreneur à entrepreneur, de maman à maman, d'expertes caribéennes, femmes noires à femmes caribéenne experte noire avec Daniela Jacques et qui nous a permis de nous mettre ensemble, Daniela et moi, et pour aller chercher un énorme marché public pour le compte de l'ONU Femmes en Haïti. Daniela, tu as la parole. Je vais désactiver ma vidéo un petit moment pour aller charger mon PC. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Quel plaisir d'être avec vous ce soir. J'avoue que dès le début, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire parce que mesdames Mylène et Axel, vraiment, vous êtes extraordinaires. Votre façon de mener ce débat, c'est vraiment super. Mais vraiment, avant de faire mon point, j'aimerais vous féliciter, mesdames, pour cette initiative. C'est vraiment un débat extraordinaire, très important pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, premièrement, ça donne un espace aux acteurs, actrices de la région de pouvoir se rencontrer pour discuter, non seulement, bon, c'est vrai qu'on est déjà au courant des différents problèmes, mais le fait d'en parler, de discuter avec des opinions divergentes, ça donne la chance à ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, d'allumer une petite lampe dans leur cerveau pour leur dire, mais après tout, c'est vrai, on a des problèmes ici. Donc, vraiment, merci pour cette initiative. Comme Axel était en train de dire, moi, je suis dans sa team. Attends, je vois un message qui me dit... Ah, OK. OK. Oui.
Donc, je suis dans la team Axel justement parce que c'est ma position aussi. Et vu les expériences qu'on a eues et qu'on continue d'avoir entre Caraïbéens, je pense que définitivement, c'est quelque chose à encourager. Cette expérience qu'on a eue avec l'ONU Femmes, c'est vrai que dans un premier temps, on a failli nous traiter je pourrais dire, utiliser un mot qui est fort, un petit expert ou petit consultant, tout simplement parce que on est locaux, on est caraïbéens, ce n'est pas une firme qui vient de l'Europe, etc. Mais on a su s'imposer pour nous faire non seulement respecter, mais accepter aussi. Et on a fait un travail extraordinaire pour le compte de l'ONU Femmes en Haïti avec une centaine de femmes politiques. Maintenant, si je peux prendre d'autres exemples, Axel a déjà parlé de son expérience ici en Haïti, mais nous, on a eu la chance de collaborer sur d'autres projets en Guadeloupe principalement. Et je pense vraiment que le rôle de chaque acteur, actrice, quelle que soit une entreprise ou une institution sociale, c'est vraiment d'essayer de développer cette coopération avec d'autres acteurs de la région. C'est vrai, moi je le dis, même en Haïti ou dans quel que soit le pays, le secteur privé ou la société civile ne peut pas remplacer l'État. Ça, c'est certain. L'État a son rôle à jouer, mais nous, par rapport aux expériences, par rapport aux résultats qu'on a eus, et on se dit, si on reste là à laisser tout aux politiques, c'est sûr que les politiciens, les gens, ils vont continuer à faire ce qu'ils font, et nous, on va rester là dans l'équipe qui se plaint, quoi. C'est-à-dire qu'on on va continuer à se plaindre, à dire que les politiques ne font pas ce qu'ils ont à faire, etc. Et pourtant, si on se met ensemble pour les combattre en quelque sorte, pour exiger qu'ils donnent des résultats, pour exiger que ce que nous voulons, nous l'ayons. Betty vient de parler des différentes missions, etc. Et tout ce que la Caraïbe pourrait obtenir, tout ce que la Caraïbe pourrait faire. D'ailleurs, Mylène, tu en as parlé aussi, les ressources qu'on a. Maintenant, nous, en tant que société civile, en tant qu'entrepreneurs du secteur privé, il faut qu'on ne... OK, bien qu'on en parle, qu'on en discute, mais il faut aussi qu'on arrive à se mettre ensemble pour trouver des stratégies qui peuvent vraiment exiger les politiques à faire ce qu'ils ont à faire. Parce que sinon, on va rester dans la partie qui se plaint. Et après tout, comme je le dis souvent, quand on est jeune, on est fougueuse, on est fougueux, on veut faire plein de choses, on combat, mais après 20 ans de combat, après, c'est sûr que on va vouloir faire autre chose, tu vois? Et maintenant, la nouvelle génération va venir et elle va recommencer le même combat. Donc, moi, je pense, pendant qu'on a cette force, cette vigueur, il faut qu'on en profite pour faire des exigences, mais vraiment à un niveau beaucoup plus serré, beaucoup plus exigeante. Tu vois, on fait des exigences plus exigeantes, si je peux me permettre, et si je peux me permettre ça. Donc, je pense définitivement que la coopération qu'on a aujourd'hui, bon, c'est vrai, elle n'est pas parfaite, mais par rapport aux résultats qu'on a eus et tout ce qu'on peut réaliser, eh bien, je reste et demeure dans la team de Axel. Alors, Merci, Daniela. Alors, Mylène, si tu permets, je veux juste prendre une question qui est dans les commentaires et qui va dans ce sens. C'est une question de Ronnie Fontaine qui nous dit, vous avez fait une distinction très juste entre le côté institutionnel et le côté secteur privé. Cependant, dans ce cas, il faut une organisation pour se donner les chances de repérer les opportunités de coopération. Pouvez-vous me dire toutes les deux comment le secteur institutionnel et le secteur privé en Guadeloupe sont organisés pour détecter et identifier ces opportunités? Là, ce n'est même pas une question de quel team on est, c'est une question très, très pragmatique. Je vais commencer par répondre pour ma part, Mylène, et je vais te laisser la parole. Très certainement, Betty Fosta pourra t'aider également dans cette réponse.
Déjà pour vous dire que c'est d'abord une question personnelle, une volonté. Où est-ce que j'investis l'argent que je gagne? Est-ce que je vais aller faire une croisière comme ça juste pour manger et boire H24 sur un bateau qui fait le tour de la Caraïbe sans me permettre de descendre et de connaître réellement les populations? Ou est-ce que je vais me dire, OK, il y a le carnaval national d'Haïti, le carnaval des fleurs en 2012 qui vient d'être relancé. Il y a une dynamique à l'époque, je parle de mon cas personnel. Euh, je vais peut-être préférer aller voir comment ça se passe sur le Champ de Mars, aller sur le char de carnaval de mes amis de T-Vice et de Créola, que je salue bien bas, hein, pouvoir danser en même temps et pouvoir saluer le président de la République et l'interviewer et faire quelques rencontres. Voilà, appeler des amis et leur dire, voilà, je suis là, je travaille dans tel secteur, j'aimerais voir comment ça se passe chez vous. Il y a une part d'audace. Il y a une part de leadership et il y a des choix stratégiques que l'on fait dans une vie. Arrêtez d'attendre sur les syndicats de patrons, arrêtez d'attendre sur les institutions pour repérer les opportunités. Repérez des gens avec qui vous voudriez bien travailler sur un certain nombre de territoires et, comme on dit en créole, faites ça trois tapes et bougez-vous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Non, mais incroyable, Axel, qui veut nous dire de faire preuve d'audace, alors que tu connais très bien les difficultés pour un entrepreneur de faire preuve d'audace avec des marchés contraints, avec aussi des freins en matière institutionnelle, en matière de normes, mais ça, on y reviendra parce que j'ai un intervenant pour ça. Je donne la parole tout de suite à Betty Fossa en 1 minute et moi, je vais enchaîner avec mon deuxième intervenant parce que le temps passe. Rapidement, tout en français, il y a réellement une problématique sous nos territoires, même si on est une région ou des petits territoires, sur l'organisation institutionnelle de notre démarche export, de notre démarche coopération et internationale. Il y a quelques années, j'ai été voir la région Bretagne. Ils ont, pour chaque région cible du monde où ils doivent travailler, des identifications, entre guillemets, d'entrepreneurs qui ont une capacité à y aller et ils font vraiment cette logique de chasse en meute, les gros aidant les plus petits, etc., en faisant en sorte de ne pas mettre trop d'argent public. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je suis dans une organisation internationale qui s'appelle ICANN, qui gère la gouvernance d'Internet. Et je peux vous assurer que dans tout événement, tous les éléments, il y a la puissance de l'État américain et le service du commerce qui intervient et qui positionne des lobbyistes partout. On a un vrai problème pour payer, entre guillemets, les acteurs qui font du lobbying. Et on a aussi un problème pour comprendre que la marge de la coopération, la marge du business se fait sur des codifications et des standards internationaux, y compris dans le digital et l'économie numérique, parce que pour l'instant, on est identifié comme des territoires tiers et très souvent, on va travailler sur une logique de proximité où celui qui a la voix la plus forte ou qui se présente parfois comme étant le champion, ben, il a le crachoir, mais on n'a pas une logique de compétences identifiées et qui respectent les standards internationaux. Tout ce qui est business, tout ce qui est coopération, tout ce qui est échange est codifié par toutes les organisations internationales. On doit se plier à cette logique, même si on peut faire en sorte d'utiliser notre spécificité pour apporter une plus-value. C'est ça, être la petite différence qui change le monde. Eh ben voilà, merci Betty pour cet éclairage qui permet de vraiment remettre le débat au centre de la question, qui est vraiment aussi qu'on a besoin d'appui et d'agir ensemble pour pouvoir contrer aussi certaines forces. Yvelise Bouchot va pouvoir appuyer le propos, Yvelise qui est entrepreneur, qui accompagne des acteurs, des entreprises dans leur transformation numérique et dans l'innovation. Yvelise, ton micro, merci d'activer ton micro et puis de pouvoir prendre la parole pour vraiment aussi parler d'une question centrale qui sont les institutions. Comment on fait pour coopérer si même les institutions elles-mêmes n'arrivent pas à coopérer aussi, notamment. Est-ce que vous me voyez? Voilà, on te Vous m'entendez? entend. Voilà. Bonjour à tous, bonjour mesdames. Je tiens à vous remercier pour ce format qui permet aussi en tant qu'entrepreneuse de donner notre point de vue là-dessus
concernant la coopération dans la Caraïbe, parce que nous sommes confrontés tous les jours par rapport à nos contrats, au, au business que nous devons développer dans ces régions-là, qui nous sont si proches et si familières en même temps. Et pour nous, c'est des défis majeurs qui entravent notre développement et notre croissance en tant qu'entrepreneuse dans le domaine de la transformation et l'innovation. Et moi, j'ai remarqué, en tout cas, mon point de vue, c'est la faiblesse de nos institutions parce que nous sommes encapsulés dans des pays ultra-périphériques et par aussi le manque de leadership de nos gouvernants, en fait, des personnes qui nous représentent au niveau de notre région et qui peinent parfois à faire entendre leur voix par rapport à la multitude d'organisations régionales au sein de la Caraïbe, telles que le CARICOM, l'OECS, la EAC et d'autres organisations où nous avons le plus souvent un rôle consultatif et où notre voix, elle porte pas parce qu'on considère que en fait, c'est-à-dire que notre système français est tellement avec une organisation structurellement qui nous empêche de manière systémique à, à porter notre voix en termes d'expertise, aussi de synergie qu'on peut créer avec certains experts de la Caraïbe. Et je pense qu'on a tout à notre niveau des atouts par rapport à nos compétences et aussi toute la partie économique de nos territoires. Je peux prendre l'exemple, l'économie bleue, tout ce qui est biodiversifié, nous avons une vraie richesse. Et ça, par rapport aux faiblesses de nos institutions, ce qui manque, c'est aussi aller vers ces atouts-là et créer des vraies synergies avec les centres de recherche qui se trouvent dans la Caraïbe, tels qu'en Trinidad et Tobago. Ils ont des plateformes dédiées pour tout ce qui est énergie bleue, ouvert aussi aux instances société civile. Je pense que par ce biais-là, on peut aussi apporter notre expertise et notre ingénierie et pour aussi avoir des rapports qui soient plus inclusifs par rapport à nos spécificités parce que l'affluence passe aussi par le lobbying qu'on peut faire par rapport aux grandes institutions. Et ça, c'est où le nerf pêche et c'est où il y a la grosse difficulté à se faire entendre et aussi avoir une lisibilité de la communication et des réalisations concrètes de l'argent que l'Europe met à disposition de toutes ces coopérations-là et qu'il y a une vraie traçabilité. Je pense qu'on n'a pas un manque d'expertise au niveau de nos territoires. Nous sommes tous des jeunes avec des doubles diplômes, avec des compétences assez transverses qui puissent amener ces sujets-là et qui sont des enjeux, à mon sens, majeurs et qui méritent aussi qu'on laisse la place à tout le monde d'avoir son point de vue et apporter aussi sa pierre à l'édifice. Donc, ce manque de ressources, elle n'y est pas parce qu'il y a les ressources clés. Il faut bien les flécher, leur permettre de donner une vraie visibilité en termes d'action, de réalisation et de perspective. Parce que pour moi, le manque de leadership, n'ayant pas une vision claire, n'ayant pas une projection au niveau de l'ingénierie de ce qu'on va proposer, de ce qu'on va faire, avec ces États-là pour collaborer et intégrer ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire on a une économie diversifiée, on a des espèces rares comme partout dans la Caraïbe, on a aussi le soleil et aussi tout ce qui est énergie renouvelable qui est un enjeu majeur et aussi tout ce qui est lié au réchauffement climatique. Nous sommes tous touchés parce que nous sommes des petits États avec de forts incidences sur tout ce qui est changement climatique. Nous avons tout intérêt à comprendre comment nos voisins fonctionnent parce que nous avons des cultures qui sont proches et apprendre à connaître l'autre pour collaborer avec, pour mieux apporter aussi notre expertise et aussi créer des solutions ensemble. Donc, je pense que ça peut passer par là. Nos structures, elles sont un peu complexes, c'est-à-dire les simplifier, leur donner toute leur dimension, qu'elle soit plus réduire l'opacité de la bureaucratie qui nous empêche, faut pas se leurrer, et aussi apporter aussi une certaine fluidité dans nos relations en termes d'accord commercial, en termes de moyens de travailler ensemble de manière commune sur la même volonté, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de divergence entre États. C'est-à-dire ça aussi, c'est un problème structurel, c'est-à-dire que chaque pays, ils n'ont pas les mêmes enjeux, donc on ne va pas aller dans le même sens par rapport à un pays qui a un enjeu qui est protéger son territoire, par rapport à un autre qui veut l'ouvrir
pour du commerce, import-export. Donc, c'est-à-dire réfléchir aussi à ces orientations-là, quoi. C'est-à-dire avoir une voie commune, collective, où on peut collaborer de manière plus simple, plus aisée, et qui soit dans une vraie coopération qui est d'apporter, d'apprendre de l'autre, mais aussi de grandir ensemble. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Yvelise. Une vraie coopération pour grandir ensemble, développer des territoires. Tu as dit des mots forts, hein, opacité. Alors là, manque de transparence, difficulté à s'entendre, difficulté à travailler ensemble. Le but même est la coopération. Je me rappelle bien de la définition, Axel. Et on sait bien qu'on parle de coopération, pas d'intégration. J'y reviens. Alors, Pascal Peuchot qui dit, il faut être honnête, il y a des dispositifs censés faciliter la coopération qui sont peu efficaces. Mais en revanche, on n'a pas d'autre choix que de mieux nous inscrire dans notre espace régional. Mais Pascal, c'est tout ce qu'on dit, mais tu es dans la team du oui, que la coopération est un miroir aux alouettes. Puisque effectivement, la coopération régionale n'est pas ce qu'elle est, parce que les dispositifs, le lobbying, tout ce dont on a parlé, le pragmatisme n'est pas au rendez-vous. Et donc, franchement, je suis contente que Pascal nous rejoigne dans la team du oui. Et je suis sûre que vous êtes nombreux désormais à avoir changé d'avis et à avoir rejoint ma team, notre team à nous. On parle, nos propos sont sensés quand même, n'est-ce pas, Axel? Tu as changé d'avis. Alors, j'ai dû me déplacer un petit moment parce que comme je suis passée de Mac à PC, j'ai perdu l'habitude des ordinateurs qui gardent 12 heures de charge. J'espère rectifier le tir très vite. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses intéressantes et c'est ça qui est intéressant dans un débat, c'est qu'on peut s'enrichir les uns des autres. Bien sûr, je ne suis pas en totale contradiction avec un certain nombre de choses qui ont été dites, notamment sur les limites de la coopération institutionnalisée et politique. Et je crois qu'aujourd'hui, comme à un niveau régional, territorial, national, la question du leadership des élus fait la différence sur la façon dont, au niveau institutionnel et politique, on va coopérer et surtout la qualité de cette coopération. Je prends un exemple très simple. Malgré les spécificités très franco-françaises de Saint-Martin, partie française, eh bien, l'histoire même de Saint-Martin, la culture saint-martinoise, eh bien, font que Saint-Martin et Sainte-Martine trouvent des moyens innovants et disruptifs de coopérer malgré tout. Alors, c'est vrai qu'il y a un travail énorme à faire sur l'adaptation des normes et des standards. Et j'ai presque envie de vous dire, eh bien, les politiques, les parlementaires en particulier, les exécutifs qui n'ont pas l'audace d'aller dans l'expérimentation et l'adaptation des normes sur les territoires français, eh bien, oui, ils ne sont pas à la hauteur, toujours en tout cas, mais quand je vois un leadership comme celui de Serge Letchimy et un leadership comme celui de Louis Mussington, je ne peux être que confiante en l'avenir. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les spécificités politiques, législatives et réglementaires françaises et européennes qui sont ce qu'elles sont. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en une coopération populaire, directe, entre les acteurs aussi, et que ce que font les acteurs, le poids que peut représenter les actions des acteurs privés, infra-étatiques, infra-territoriaux, fera eh bien, qu'on va faire de facto un certain lobbying pour inciter les politiques à bouger. Notre amie Daniela Jacques doit s'en aller. Je souhaiterais lui accorder la parole une dernière fois avant qu'elle ne s'en aille. Bien, merci Axel. Comme je disais tantôt, c'est vraiment un très beau format. Félicitations, mesdames. Et je vous encourage à le refaire, peut-être avec d'autres thématiques, toujours sur la Grande Caraïbe, qui permettra à plus d'acteurs, à plus civils des différentes populations, à commencer à réfléchir et à voir comment eux-mêmes ils peuvent s'impliquer concrètement dans cette recherche, cette quête de coopération régionale. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Je dois parler à mes enfants. À très bientôt. Merci, Daniela.
Merci, Daniela. Et donc, ça me permet d'embrayer, Mylène, hein, puisque on pointait quand même les limites de cette coopération à un niveau politique et institutionnel. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a des réalisations structurelles, et j'insiste sur le mot structurelles, grâce à la coopération caribéenne institutionnalisée, facilitée notamment par l'Europe, qui fonctionne. Bien sûr, Interreg Caraïbes a ses limites, c'est quelque chose de complexe à mettre en œuvre. Beaucoup de personnes se disent, oui, mais c'est toujours les grands, c'est toujours les collectivités qui en profitent. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez d'autres entrepreneurs comme vous-même qui sont du territoire, des gens comme moi, qui sont experts en fonds européens, des gens qui savent monter des dossiers, qui ne vont pas vous demander autant qu'un expert français, belge ou américain. Et culturellement, la logique du panier de crabes, si vous voulez coopérer avec la Caraïbe, vous devez apprendre à coopérer entre vous-mêmes, nous-mêmes, entre Guadeloupéens, entre Martiniquais et Martiniquais, et ensuite entre Guadeloupéens et Martiniquais, avec les Saint-Martinois, avec les autres Caribéens français. Comment vous voulez qu'on coopère si vous ne vous dites pas, ah tiens, je vais donner à Axel à monter mon dossier Interreg. Hein? Oh, oh, oh! Non, mais Publicité! Publicité! Pas de publicité là! Ça, on débat! Arrêtez-vous! Voilà, parce que Yves-Lise Bouchot le disait. Yves-Lise Bouchot le disait, on a des expertises. Et j'ai même pas envie de parler des expertises locales. Ce sont de facto des expertises internationales parce que la Caraïbe est un espace géopolitique international qui est le laboratoire du monde. Et j'en veux pour exemple la conférence sur la connectivité de la Grande Caraïbe que Sandra Casanova a organisée avec d'autres acteurs institutionnels et privés en octobre dernier. Sandra, j'aimerais que tu nous en dises un mot. Bonsoir à toutes et à tous et merci infiniment Axel pour cette initiative, pour la qualité des débats. Donc effectivement, je pense que la coopération, c'est d'abord une question de personnes. Et il y a une douzaine d'années, on a créé le cluster GATT Caraïbes, logistique et transport, et c'est à partir de nos actions de coopération que j'ai compris en tout cas que la diplomatie entre les institutions politiques permettait de rapprocher les institutions, mais que réellement, ce sont les chaînes d'approvisionnement qui interconnectent les territoires entre eux. Et c'est pour ça que maintenant, ayant une casquette effectivement d'élu au sein de la collectivité territoriale de Martinique, le président a souhaité que j'aie en charge les stratégies logistiques du territoire. Et cette conférence de coopération de connectivité a eu lieu en octobre 2023 et a été co-organisée avec l'Association des États de la Caraïbe. Je rappelle que je préside jusqu'à la fin, jusqu'à mi-mai, le comité spécial transport de l'Association des États de la Caraïbe. Alors, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? On a cherché, tu l'as dit Axel, on a cherché à mettre en présence dans une même salle à la fois des acteurs institutionnels, mais aussi des acteurs économiques et également le monde de la recherche et de l'innovation. Et là, ce sont des cas concrets puisque suite à cette conférence de coopération, on a décidé de mener ensemble dans le cadre d'un consortium européen. Et c'est là aussi, il faut rappeler que Guadeloupe, Martinique et les autres territoires français de la Caraïbe, on a la chance d'avoir à la fois ce statut de région ultrapériphérique d'Europe et en même temps d'être pleinement caribéen parce que basé dans ce bassin de la Grande Caraïbe que j'aime également appeler Amazonie Caraïbe. Et donc, nous sommes en train de travailler à la fois sur la dimension physique de la connectivité avec les pays voisins, c'est-à-dire évidemment les transports maritimes et aériens, mais pas que, parce que les transports, il faut les nourrir, il faut les alimenter. Et pour ça, il faut donc créer du flux de marchandises, il faut donc avoir du commerce international entre nous et donc mettre en place les stratégies.
Et puis l'autre dimension de cette connectivité, elle est évidemment digitale. Et je vous parlais de cet appel à projet auquel nous avons répondu en consortium. L'idée, c'est qu'on puisse créer un site pilote pour travailler sur les échanges en temps réel et l'interopérabilité des systèmes d'information des acteurs, des différents maillons des chaînes d'approvisionnement. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette conférence de la connectivité. Ben, Très bien, franchement, Sandra. Donc, on voit que quand la volonté y est, quand le leadership est là, quand on a les bons élus aux bons endroits. Donc, tout ça pour vous dire, on en revient à la communication politique, Mylène Coleman. Si je peux rajouter, Axel, j'ai mis dans le chat la loi sur l'action extérieure pour les Outre-mer français, qui est la loi vulgairement dite Letchimy. Peu de personnes la connaissent et l'utilisent. Il y a encore 2 ans, on a vraiment fait un travail, j'allais dire, pédagogique, en fait, d'évangélisation pour diffuser largement cette loi au niveau notamment des ambassades. Et tu as parlé de leadership et tu sais à quel point je suis sensible à cette dimension-là. Je pense que la Caraïbe française doit, de manière individuelle, mais surtout collective, prouver son leadership, prouver sa volonté de faire ensemble. Et donc, nous allons en juillet prochain intégrer la CARICOM. Je rappelle que la CARICOM, c'est le marché unique caribéen. C'est aussi la communauté caribéenne. Ça prend du temps parce qu'évidemment, comme la Martinique est la première à y aller, donc il a fallu faire un certain nombre d'ajustements. Je reviens tout juste à la conférence de coopération de Saint-Martin et malheureusement, pour certains diplomates français, même quand ils sont basés dans la Grande Caraïbe, c'est pas si évident que ça de mener à la fois des actions de coopération et d'intégration. Alors, quelquefois, il y a des frictions, mais je crois au cas d'école. Donc, il y a la dimension institutionnelle, et puis ce que vous disiez, c'est le fait qu'une entreprise arrive à coopérer avec une autre, à développer du business, et finalement à s'insérer, à s'intégrer et à créer de la valeur ajoutée sur les territoires partenaires, parce que 2 entreprises, 2 entités ont décidé de faire ensemble. Très bien, merci Sandra. Alors Mylène, permets-moi de faire un petit clin d'œil avant de te passer la parole au livre de Marie-France Grugeot-Etna et de François-Xavier Guillerme. On parlait de leadership. Lucette Michaud-Chevry, la dame de fer de la Caraïbe française. Et il y a un passage comme Caraïbe, Mylène. Voilà, il y a la finale. On en revient des questions politiques et de communication politique. On parlait de leadership politique. Vous voyez, et là, il y a quelque chose de très intéressant dans un livre où les auteurs reviennent au chapitre 15 sur la déclaration de Basse-Terre, et c'est à la page 181. Et Lucette Michaud-Chevry, là on est dans une entrevue, une longue entrevue, elle est en train de raconter qu'elle était dans une conférence justement de l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe, et elle représentait la France du fait de sa qualité de présidente de région. M. Chirac lui avait demandé de représenter la France à Kingston, en Jamaïque. Et là, elle raconte, à Kingston, en Jamaïque, l'ambassadeur explique à Lucette Michaud-Chevry le projet de faire passer les déchets nucléaires par la mer des Caraïbes. Et là, Lucette Michaud-Chevry parle. Elle dit, j'écoute, raconte-t-elle, puis j'appelle Fidel Castro. Il me dit de ne pas laisser faire ça. J'arrive à la Réunion et la première chose que je vois, c'est le drapeau français. Marie-Jeanne, Alfred Marie-Jeanne de la Martinique, est à ma droite. Karam, Guyane, est à ma gauche. Et l'ambassadeur français vient pour s'installer à ma place. Je lui dis, la France, c'est moi. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas me pardonner ça. Et elle dit au gars, vous êtes un fonctionnaire, lui ai-je dit. Moi, je suis un élu du peuple. Veuillez me rendre ma place. Et ça continue jusqu'à la fin de la page 182. C'est délicieux. Voilà. C'est tout ce qu'on voulait expliquer. Elle représentait la France. Moi, c'est surtout ce que j'ai retenu. C'est le premier propos. Elle représentait la France et elle ne représentait pas la Guadeloupe. Dans quelle mesure elle défendait les intérêts de la Guadeloupe? Je rappelle quand même.
Oui, Mylène, la coopération dans l'état actuel de nos statuts ne peut être qu'une déclinaison de la stratégie eh bien, mais diplomatique c'est bien française. ça. À nous maintenant d'avoir l'audace et le courage, que ce soit Nous avons politique, l'audace. Nous avons l'audace. plus loin dans nos statuts et nos évolutions institutionnelles et statutaires. Voilà. Non, mais j'entends bien ce que vous me dites, hein, mais pour autant, je ne suis pas d'accord. Nous sommes entrepreneurs, nous avons l'audace, nous avons la volonté, nous avons même des exemples pour dire que nous avons la volonté de coopérer et nous ne sommes pas contre la coopération, ni d'ailleurs l'intégration. Nous voulons avoir une coopération pragmatique qui a des résultats. Ça s'appuie sur des institutions qui coopèrent ensemble parce que des territoires qui coopèrent ensemble, ça facilite le fait que des entrepreneurs puissent aller faire des liens, faire du lobbying et puissent établir des échanges commerciaux plus facilement. Et c'est ce dont nous avons besoin parce que nous avons des fortes contraintes en termes de voyage, etc. Bon, mais pour autant, l'heure passe. Je rappelle quand même à Sandra que effectivement la Martinique, candidature acceptée en juillet 2023 pour une intégration en tant que membre associé en juillet 2024 pour la communauté caribéenne. La Martinique et la Guadeloupe demandent, et la Guyane bien sûr, demandent à rejoindre la CARICOM depuis 2012. C'est pour dire combien ils sont intéressés, le reste des territoires caribéens sont intéressés par la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Mais bon, ça, c'est une petite pique que je lance entre nous. J'adore Sandra qui n'est pas d'accord. Mais c'est là tout le débat. Mais non, plus sérieusement, je vais donner la parole à Manik parce que le temps passe et il me reste une intervenante, Manik Siakiteka, qui va vraiment là nous avancer des arguments pour boucler la boucle et qui va élargir, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de notre cas particulier, Caraïbes française, mais élargissons. Alors, Manik, à toi. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, ça me fait sourire parce que j'entends le discours d'Axel où effectivement, c'est le pouvoir économique qui fait la politique. Tu ne l'as pas dit, mais tu l'as sous-entendu. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf que dans cette grande Caraïbe, il y a quelque chose que personne n'a évoqué, c'est qu'on n'est pas tout seul dans cette grande Caraïbe. La grande Caraïbe, c'est aussi la Chine, c'est aussi les États-Unis, c'est aussi le Venezuela, c'est aussi des grandes puissances qui sont en train de se positionner. Ce sont de grandes puissances qui sont en train de se positionner et qui sont beaucoup plus concurrentielles que nous en termes d'infrastructures, de sécurité, d'alimentation, etc., dans tout ce qu'on peut vouloir faire dans la Caraïbe. Et forcément, et c'est cette fameuse question, oui, pourquoi ils ne se tournent pas vers nous? Enfin, on a le sentiment qu'on n'intéresse pas les autres. Eh ben parce que tout simplement, on n'est pas concurrentiel et puis parce que lorsqu'on vient défendre nos intérêts, ce n'est pas les intérêts, et ça a été dit plusieurs fois, ce ne sont pas les intérêts de la Guadeloupe et de la Martinique qu'on vient défendre, c'est les intérêts de la France. Quand on a un président de région qui n'est pas assis à côté du président de Sainte-Lucie, qui n'est pas assis à côté de la présidence de la République dominicaine, qui n'est pas assis à côté de la présidence de la Dominique, etc., quel intérêt nous défendons en fait? Quel intérêt nous défendons? Donc, je crois que dans cette grande Caraïbe, l'échiquier est beaucoup plus grand que la grande Caraïbe parce que, encore une fois, nous avons de superpuissances qui sont en train de s'installer sur les territoires. Il n'y a qu'à le voir à la Dominique, il n'y a qu'à le voir à la Jamaïque, où effectivement la Chine est fortement rentrée sur ces territoires-là. Et à aucun moment, nous, quand on arrive, on peut proposer quelque chose parce que déjà, ce n'est pas nous qui proposons, ben, c'est la France en fait. Donc, d'un coup, on est bloqué. Donc, oui, en tant qu'entrepreneur, on peut avoir l'audace, et tu le soulignais, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'audace, mais l'audace, comment on l'a quand on ne peut pas se déplacer, qu'on ne peut pas prendre d'avion, et que le seul moyen, c'est de prendre le bateau pour aller à la Martinique, ensuite Martinique, rejoindre Sainte-Lucie pour pouvoir se déplacer, ou alors aller à la Dominique, etc. Donc encore une fois, dans cet échiquier, la Grande Caraïbe, ce n'est pas que la Grande Caraïbe. Il y a de superpuissances aussi qui jouent et qui jouent en notre défaveur. Autre point, on en parlait, vous l'avez évoqué, c'est cette notion de normes. Alors oui,
la norme française ou la norme européenne, elle va rentrer partout et elle se déploie. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de coopération, grande coopération caribéenne, on a le sentiment que c'est que nous qui devons rentrer chez les autres et pas l'inverse. Et ça aussi, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça a un coût, et là je vais me placer du côté du caribéen anglophone ou hispanophone, quand ça a un coût pour pouvoir répondre à des normes, pour pouvoir rentrer sur nos territoires, quel intérêt? Quel intérêt ça a pour eux de vouloir travailler avec nous? Alors oui, j'entends qu'on peut échanger, on peut faire des contrats, etc. Mais si institutionnellement, si politiquement, on n'est pas accompagné parce que les autres sont accompagnés, les autres sont accompagnés par de superpuissances pour pouvoir se développer, alors que nous, on a des politiques qui ne nous accompagnent pas pour pouvoir nous positionner. Cette notion d'internationalisation, parce que s'ouvrir sur la Grande Caraïbe, c'est de l'internationalisation. Cette notion d'internationalisation, elle n'est pas dans notre mindset, elle est dans le mindset caribéen. Donc, c'est très utopiste, hein, la façon dont tu présentes les choses, Axel. En fait, tu te positionnes vraiment dans la Caraïbe, mais tu ne te positionnes pas dans la Caraïbe francophone, dans la réalité du français, du français. C'est-à-dire que le discours que tu as eu, je l'ai eu à un moment donné, oui, c'est possible, oui, on est caribéen, etc. Sauf que, voilà, nous, on l'est, mais les personnes qui sont autour de nous sont très franco-françaises et ça avance pas. Donc, moi, je veux bien avoir l'audace, moi, je veux bien faire tout ce qu'on me dit de faire, voyager, etc. Mais on ne me donne pas les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que je pioche l'argent dans mes poches, il faut que j'aille voir. Un exemple concret, j'ai voulu éditer des livres sur Trinidad et travailler avec des éditeurs trinidadiens. Eh ben, je suis en pourparlers avec l'Inde parce qu'ils sont là-bas. J'ai voulu travailler avec des éditeurs de la Dominique, en tout cas des livres de la Dominique ou de Sainte-Lucie anglophones. Les éditeurs, ils sont à Londres, ils ne sont pas dans la Caraïbe. Alors, quelle coopération? Elle est où? Donc, ce n'est pas vrai. C'est des miettes qu'on nous envoie comme ça. On nous dit que c'est possible pour nous faire croire qu'on est intégré dans une Caraïbe, mais c'est un vrai miroir aux alouettes. On n'est pas intégré dans cette Caraïbe et on n'est tellement pas intégré dans cette Caraïbe que ça dérange personne qu'on ne soit pas dans les instances caribéennes. Au contraire, eux, ils continuent d'avancer et nous, eh ben, on traîne notre drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà pour mon intervention. Merci beaucoup, Monique. Vraiment des propos forts. J'en ai eu des frissons. Alors là, franchement, des beaux arguments comme ça. Alors là, cas d'école. Alors, on arrive à la fin du débat. Débat intense, débat vibrant, débat ah, mon Dieu, il y aurait tant à dire. C'est une première qui demanderait à être renouvelée avec peut-être un sujet un peu différent. J'ai entendu qu'on doit intégrer beaucoup plus l'anglais, puisqu'évidemment, et j'ai envie de dire aussi l'espagnol presque, hein, parce qu'évidemment, il faut qu'on puisse parler aux autres Caribéens. Et pour ça, il faut qu'on puisse nous comprendre. Donc, forcément, on va aussi réfléchir à des outils. Parle très bien l'espagnol sans aller à l'école. Ah, ben voilà. Et donc, on arrive à la fin. On avait prévu une conclusion. Moi, je dois conclure. Eh ben, j'ai une petite surprise. Je vais redonner la parole à Betty et c'est Betty Foster qui va conclure pour moi parce que en 2-3 phrases bien punchy, la reine du pitch va nous boucler ça du côté de la team du oui. Alors, Betty, je te laisse la parole pour vraiment envelopper ça et nous faire gagner. Ouais, non, mais le challenge est dur, mais j'ai qu'une chose à dire, c'est que là maintenant, c'est fini de miroir aux alouettes, ok? Et mettons-nous, entre guillemets, dans une perspective où on change les choses, mais pour ça, il faut être dans le réel, quoi. On est en situation de décrochage. Donc, des amarres sont larguées. On parle de décrochage de la France, mais à notre niveau, c'est pareil. C'est-à-dire que là où auparavant, certains territoires passaient ou discutaient un petit peu avec les Antilles françaises, etc., ce n'est pas le cas. Ils vont directement en Europe, ils vont directement aux États-Unis, ils vont directement voir le président. Juste pour vous illustrer rapidement, j'ai eu à défendre en fait le fait que
De la même façon que Porto Rico peut être représenté au niveau des Nations Unies sur les SIDS, Small Island and Developed States, c'est des problématiques très importantes, qu'il y a une reconfiguration de la coopération mondiale. Et si dans cette réunion, ben, j'ai dû intervenir lorsque j'étais à Porto Rico là-dessus pour qu'on puisse intégrer la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barth, Saint-Martin là-dessus, ben, parce que tout simplement, ben, lorsqu'on pose des questions, on invite certaines de nos instances, il n'y a personne. Donc, on a un problème aussi de présence et de régularité. Lorsqu'on appelle, si je dis, ben, je vais appeler la ligne de coopération de Saint-Martin, je ne sais pas qui je vais appeler. Est-ce que c'est affiché? J'appelle la ligne de coopération de la Guadeloupe. Bon, la Martinique a de la chance, il y a Sandra. Mais bon, Sandra est élue. Hein? Donc, il faut vraiment que cette idée de marketer et d'identifier les acteurs de la coopération pragmatique se fasse. Et j'ai le bonheur de penser qu'en se connaissant mieux, on n'est pas des ennemis, on n'est pas des concurrents, on n'est que des co-constructeurs de cette Caraïbe qui, malheureusement, n'est pas encore là. Et c'est pas un miroir aux alouettes, c'est vraiment, on est en phase de fracturation. Et donc, si on veut aller vers une construction, ben là, il va falloir y aller. Ah, il y a Pascal. Voilà. Merci Betty. Je te laisse la conclure, Axel. Merci Betty, merci à la team de Mylène, à toutes, à tous, à celles et ceux qui ont participé. Merci à mon équipe également, Sandra Casanova, conseillère territoriale en Martinique, qui est également présidente de la commission logistique et tout ce qui concerne l'innovation. Et on a bien compris comment elle œuvre aux côtés de Serge Letchimy, qui a un leadership certain, j'ai envie de dire, sur cette question de la coopération. Merci aussi au chef Lorenzo Stanford, chef Kalinago en Dominique, et merci également à Daniela Jacques, la présidente de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Vous l'avez compris, mon choix en termes de membres de ma team reflète ma philosophie concernant la Caraïbe. Ne pas attendre sur les politiques, ne pas attendre sur les institutions pour faire ce qu'il y a à faire. Bien sûr, c'est toujours mieux quand on est accompagné par nos institutions et par nos politiques. Cependant, ce que l'on doit comprendre, c'est que nous sommes sur des territoires français qui ont des statuts particuliers au sein même de la République française et qui sont de véritables ovnis dans la Caraïbe. Si nous-mêmes, nous n'avons pas résolu ce problème identitaire, politique et institutionnel, et statutaire, nous ne pouvons pas faire plus en termes de coopération. Et c'est pour ça que je tiens véritablement à distinguer la coopération populaire et entrepreneuriale de ce qui se passe à un niveau politique. Parce que ces intérêts politiques, nous ne les maîtrisons pas. Et je vous le répète, ce qui se passe en termes de coopération à l'échelle régionale ne peut, en l'état actuel des statuts, n'être qu'une déclinaison régionale de la diplomatie française. À nous maintenant de savoir ce que nous voulons et d'avoir assez d'audace pour se dire non. Si nous devenons plus autonomes, peut-être en dehors de l'Europe, PTOM par exemple, ou encore avoir l'audace de pouvoir construire des statuts à la carte au sein de la République et au sein de l'Europe pour ces territoires qui sont spécifiques, eh bien là, on pourra se dire, on va aller faire notre propre diplomatie, eh bien, qui va aller défendre les intérêts de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barth. Et j'ai presque envie de nous dire, là aussi, et c'est là qu'il faut faire une autocritique, regardons-nous nous-mêmes. C'est bien beau de faire des conférences de coopération régionale anti-Guyane. Maintenant, il faut y mettre du vrai contenu. Il nous faut plus de Serge Letchimy. Il nous faut plus de Louis Mussington, des gens qui sont dans le réel caribéen. Et il nous faut plus de personnes comme Sandra Casanova, qui sont des élus, des gens qui ont goûté, qui ont expérimenté de façon successful ce que c'est la coopération caribéenne en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu, et qui pourront le traduire ensuite à un niveau politique. Donc, tout ça pour vous dire que le choix de nos dirigeants, le choix de nos leaders politiques, forcément va avoir un impact significatif sur la coopération
caribéenne à un niveau politique et institutionnel. Et la question du statut, la question des institutions de nos territoires a beaucoup plus d'importance qu'on ne le pense sur la façon dont nous coopérons. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, oui, on rêve de coopération et de plus à un niveau des politiques aussi, mais il nous faut mieux nous staffer au niveau, eh bien, du personnel politique. On ne peut plus continuer à élire des canclos. On ne peut plus continuer à élire des bois-bois qui ne sont pas foutus de parler anglais dans une conférence internationale. On ne peut plus continuer à élire des gens qui ne savent pas c'est quoi la CARICOM, c'est quoi l'AEC, c'est quoi l'OECS. On ne peut plus continuer à élire des gens qui ont besoin de la politique pour exister et qui ne savent pas c'est quoi. Et oui, Betty, on ne peut plus continuer à avoir des cadres administratifs qui sont là par népotisme. On a besoin des gens comme Betty Foster, comme Manik Siartiteka, comme Mylène Colmar, comme Sandra Casanova, comme le chef Stanford, comme Daniela Jacques, des gens qui, avant même la politique, sont dans le réel, sont dans le concret et qui pourront faire notre grande Caraïbe une réalité à un niveau politique et institutionnel. C'était ma conclusion en forme de petit coup de gueule. Merci à toutes et à tous. Waouh. Merci. Et j'ai envie de dire, comme Invisible Show, comme Axel Collangean, bien sûr, nous avons besoin des gens compétents. Alors, merci beaucoup, Axel. Super conclusion, mais je n'en attendais pas moins avec tout ce qu'il faut. Et donc, ça nous donne matière à réflexion. Et Manik qui dit, j'ai l'impression qu'Axel a rejoint notre team. Mais bien sûr, Manik, nous avons gagné, sache-le. Nous avons gagné. Axel dit non, mais en fait, on a gagné et c'est ce qu'on va dire partout sur les réseaux sociaux. Donc, merci à tous vraiment d'avoir participé à ce premier débat qui en amènera sans doute d'autres avec d'autres intervenants, d'autres participants. C'est vraiment un format qu'on a envie de mener sur le long terme. Et j'ai mis un message dans le chat pour vous dire que vous pouvez bien sûr partager le live Facebook. Vous pouvez aussi communiquer via le hashtag Débriefing Caraïbes et vous pouvez nous écrire puisqu'on a créé un mail dédié. Et donc, on vous remercie vraiment beaucoup pour la conversation. Merci aux intervenants. On vous salue. Qui a gagné? Ça se décidera sur les réseaux sociaux, je pense. On n'a pas d'arbitre. Donc, moi, je pense que j'ai gagné et Axel, je pense sûrement qu'elle a gagné. Mais en tout cas... Surtout que c'est la dialectique qui a gagné, que d'avoir une synthèse entre ce qui a été dit de part et d'autre, cela nous fera avancer et que la logique caribéenne, de construction caribéenne, ne peut avancer que comme ça. Merci.